sérieux ça? À la fin, ils sortent des élections, ils se déchirent. Pour les qui ne meurt aujourd'hui, si on le ressuscite, qu'est-ce qu'il va vous dire de Kanto? Que Kanto est bon? Vous voyez donc que c'est un attelage sérieux? Parce que quand on fait un attelage politique, on se doit quand même se donner des limites. On ne fait pas un attelage politique. Tu es avec Paul Biya aujourd'hui. Demain, tu sors, tu ne fermes pas ta bouche. Comme vous êtes là avec Paul Biya, les femmes et tout ça, vous êtes avec Paul Biya, c'est bien. Vous avez fait un choix politique, vous l'assumez, on le respecte. Mais si demain vous quittez le RDPC, ne venez pas faire l'opposition. Fermez vos bouches. Restez là-bas, taisez-vous. On a le cas des cantons qui sortent du régime, qui viennent nous essayer de nous embarquer dans une lutte qui n'est pas la nôtre et qui nous mènent dans des choses qui sont regrettables. Je pense que vous avez au programme le bilan de l'opposition. C'est ça, je crois avoir lu ça. On verra. Ou bien ça n'a pas pu. On verra. Parce que quand vous avez un acteur politique, il vient, un parti politique a 19 sièges de conseiller municipal. Il s'assoit dans son cabinet, on ne sait pas ce qui se passe. Il prend une décision unilatérale à 17 heures pour empêcher tous ces militants d'aller aux élections. Du coup, il ramène le parti de 20 élus. Un parti qui avait, parce qu'il a 20 élus, la capacité d'investir à l'élection présidentielle, il le ramène à zéro par un seul trait de plume. Le MRC n'a plus zéro élu. Du coup, le MRC ne peut plus investir les gens en 2025 à l'élection présidentielle. Quand ils ont fini de créer cette situation, ils se lèvent et ça va maintenant dans l'union des partis politiques. Ils veulent venir en faire l'union. Objectif de l'union, ce n'est pas préparer les élections de 2025. C'est changer le code électoral pour qu'on enlève la disposition qui coince le MRC. Disposition dans laquelle il a choisi de tomber exprès. Moyennant quoi? Personne ne sait. Quand on sait comment les gens sont véreux dans l'opposition camerounaise. Combien a-t-il reçu pour faire passer le MRC de 19 de 20 élus à 0? Et puis pour venir dire maintenant que non, il s'allie avec aussi, avec qui il a refusé de s'allier à l'élection présidentielle, il s'allie maintenant avec Cabral Libi. Avec qui il a refusé de s'allier à l'élection présidentielle, Cabral refusant de s'allier à son tour avec aussi et vice-versa. Ils veulent maintenant faire l'union de l'opposition en écartant ceux qui ont prêché même l'union de l'opposition. Instrumentaliser les événements politiques, donc parfois on est les générateurs, n'est pas acceptable, elle sera combattue. D'accord. Alors, Ali Mambarga, quand on est en politique sur la scène publique, tous les actes sont analysés, même décryptés sous le prisme de la politique. Pourquoi se dédouaner maintenant? Pourquoi le professeur Maurice Kamto se dédouane lors de son rapport qu'il a rendu public? Il se dédouane de sa casquette de président national du MRC pour dire qu'il a initié ce projet Intuit Personne. Pourquoi se dédouaner alors qu'on est un homme politique de sa trame? Oui, en fait, il pourrait vouloir se dédouaner pour sauver le parti politique d'un certain nombre de mécanismes qu'il a engagés et qu'aujourd'hui, ça risque de faire voler le parti en éclats parce qu'en réalité, à l'intérieur, cela n'était pas un projet du parti. Donc, s'il veut se dédouaner, je pense quand même aussi que c'est par rapport aux intentions que les uns et les autres ont déjà eu à construire, qui ferait que cela soit une suspicion entre guillemets coupable. C'est-à-dire s'il y a des sous-entendus qu'un certain nombre d'acteurs mettent au grand jour et que vous n'avez pas voulu nous exposer, je pense quand même qu'il est question de faire la vérité et d'essayer de réorienter les uns et les autres. Moi, je ne partage pas, parce que Elimbi Lobé l'a dit, ce n'est pas un projet du SDF, mais je ne saurais peut-être pas défendre l'initiative, mais j'apprécie la volonté d'associer les Camerounais à un certain nombre. Donc, en fait, oui, peut-être ça ne pourrait pas être une volonté, mais je voulais... Oui, Ferdinand, la parole. Oui, effectivement. Ferdinand, je ne vais pas le laisser dire ça. Vous aurez la parole tout à l'heure. Parce que c'est justement cet esprit et cette façon de réfléchir qui a laissé courir ces gens et qui laisse courir ce type de personnes. Il faut piquer là où ça fait mal. C'est un construit. Il y a quelque chose.
là où il n'y avait pas de compétition à faire. En fait, moi, je n'entre pas dans... Ça d'ailleurs contribue à plomber l'esprit des uns et des autres qui sont devenus réfractaires au message qui demandait la lutte contre le Covid-19. Moi, j'étais dans... Ferdinand, c'était pas ça mon intention, mais je suis dans la logique, peut-être même de questionner si tout ce que nous avons pris aujourd'hui comme mesure, cela nous satisfait. C'est-à-dire les efforts engagés par le gouvernement et les apports extérieurs, est-ce que c'est suffisant pour que le Camerounais puisse dire « je suis protégé » ou alors je peux me targuer d'évoluer vers une immunisation. Donc, en réalité, voilà, tout est... Je vous en prie, monsieur Ferdinand, Ferdinand, je voulais qu'on partage le fait que tout effort, c'est-à-dire véritablement sain, qui est donné pour faire face à la pandémie, c'est un effort bienvenu. C'est-à-dire, voilà, non, effectivement, c'est dans ce que je disais que le gouvernement aurait dû encadrer ce genre d'initiative. Il se dit, si on veut appeler les possibilités, on n'a pas la possibilité de le suivre. Hein. Vous êtes en train de l'interrompre. Oui, je pense qu'il doit quand même souffrir de mes arguments. C'est-à-dire le gouvernement devrait, lorsqu'il y a une telle initiative qui vient et qui n'est pas encadrée, récupérer l'initiative et mettre cela à profusion pour que les Camerounais en tirent profit. Il y a eu Boko Haram qui a commencé à faire des vagues au septentrion. Je pense qu'il y a eu un appel, un effort commun. Il fallait que tout le monde essaye quand même de donner quelque chose, même dans les supermarchés. C'est bien beau. Même à ça, j'avais contribué. Mais je me dis, il faudrait que les Camerounais s'habituent et prennent cette allure-là et non s'attendre à ce que le gouvernement devra venir nous faire. Il devra tout nous faire. Alors qu'on voit qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour faire face à tout cela. Donc je me dis, si une initiative, même si elle a des intentions cachées, est présentée, récupérons, ordonnons la faisabilité et accompagnons à ce que au profit des Camerounais. Si vous laissez donc un bras de fer s'étale, en réalité, vous prêtez le flanc politique et que la personne se dise « Ok, je suis le président élu, je veux vous montrer que c'est moi et 1 million de Camerounais donneront quelque chose parce qu'ils ont confiance que c'est moi qui ai été élu. » À partir du moment où vous voyez 1 million de Camerounais se dire « J'accepte à ton initiative », je dis il appartenait au président Biya aussi de faire cette initiative avec le gouvernement et de se dire comme Maurice Kamto a eu 1 million de donateurs, moi aussi je lance, j'aurai 5 millions de donateurs. Et en particulier, à partir de là, les Camerounais pourront mieux être servis parce qu'il y a des petites bagarres que les uns et les autres se mènent, mais ça nous met à l'abri d'un certain nombre de dangers. Donc moi je me dis, ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait partager pour dire que je suis partant ou je suis initiateur, mais je vois l'esprit qui est derrière, je me dis, c'est peut-être vers là qu'on doit tendre. Parce qu'il faudrait qu'on apprenne à résoudre un certain nombre de choses et qu'on tombe d'accord. Peut-être moi je suis du SDF, je peux contribuer, les autres n'étant même pas du... Mais ils se sont dit, si ça va pour un problème de santé, si ça va pour le bien commun, alors là, donnons. Donc moi, je ne défends pas la chapelle politique du MRC où je lis tout simplement, l'initiative était bonne, il fallait l'encadrer et il faut même s'habituer à répéter ce genre d'action. Mais alors, si le gouvernement avait des vides juridiques dans un certain nombre de mécanismes, qu'il les parachève. Parce que quand je vois le professeur Maurice Kamto dans ses actions, je lis particulièrement une finesse de vouloir démontrer certaines choses. Lorsqu'il s'engage à la présidentielle, il y a certains actes qui sont posés. Peut-être le ralliement avec des candidats, Maître Akere qui revient, ensuite la proclamation des résultats très tôt, ensuite il s'autoproclame président, ensuite il engage. Je me dis, il y a peut-être des choses qui laissent en sorte qu'il puisse évoluer comme ça. Si nous avions déjà légiféré sur le bulletin unique, on devrait mettre des clauses. C'est-à-dire, nous sommes deux. C'est-à-dire, je désiste à ton profit. Il faudrait qu'on légifère, on se dise, 15 jours avant, l'élection, on ne peut plus. Mais si ça passe, alors là, voilà. Et au moins,
le bulletin unique nous aura fait en sorte qu'on mette certaines clauses qui ne permettront pas aux acteurs politiques de lever la tête. Donc moi je me dis, s'ils posent certaines actions, s'ils s'autoproclament en se disant en moins de 2 jours, on peut avoir les résultats à travers tout le Cameroun, allons-y. Pourquoi attendre 2 semaines pour se dire, après une élection, attendons 2 semaines que les résultats aillent à gauche et à droite et on vienne vous dire. S'il y a possibilité d'aller vite, corrigeons ce genre de petites manœuvres. Nous allons au siècle des vitesses. Donc quand je regarde, je me dis, essayons de voir la démarche. C'est un professeur de droit, il sait ce qu'il fait. Et s'il le fait, peut-être nous offrons le flanc à ce que cela soit fait. Alors, corrigeons, remettons-nous en forme pour qu'un certain nombre de bavures ne soient plus commises parce que c'est nous-mêmes qui entretenons le flou à travers nos textes. Donc, c'est un peu ça ma lecture. Ce n'est pas pour dédouaner le Cameroun de toutes ces expériences. Ce n'est pas ce qui a été perdu là par plus grand que les centaines de milliards qui ont été donnés autour de ce problème Covid et qui est en train d'ouvrir la Covid Gate. Donc si on commence à regarder tout ce qui a déjà été détourné autour de la Covid, ce n'est pas seulement l'opposition qui essaie de vouloir lécher les babines. Le gouvernement est indexé là-dessus avec un certain nombre de malversations. Donc si nous tous nous voulons donc voir qui a fait quoi, en réalité ne lançons pas le caillou, la pierre en premier. Essayons tout simplement d'arranger l'étoffe à ce que notre nudité ne paraisse pas comme nous sommes en train de vouloir le mettre à nu au vu de tout le monde. Donc c'est un peu ça mon discours et que la Covid ne soit pas un prétexte. Certes, c'est arrivé, nous ne nous attendions pas à ça. Une maladie qui est venue très vite et je me dis, si les uns et les autres s'empressent à vouloir faire quoi que ce soit, apprécions la volonté. Mais alors, ne cautionnons pas tout. Je dis au départ que ça ressemble à ce que le gouvernement fait souvent quand il veut interdire une manifestation. Il lit dans la boule de cristal et vous dit ça va prêter le trouble à l'ordre public et ne faites pas ci, ne faites pas ça. Parfois, on dit que c'est à tort qu'il le fait. Parfois aussi, ça peut préserver à ce qu'il n'ait pas à s'éparpiller pour vouloir rafistoler les pièces qui sont envolées. Donc je me dis, c'est une mesure de précaution. S'il a pu le faire, c'est peut-être parce qu'il y avait les possibilités de le faire et qui vous ont échappé. Permettez donc à ce que personne ne puisse plus jamais le faire parce que les mécanismes ne seront plus les mêmes. D'accord. Alors, Ferdinand Koungou, brûlé d'envie de parler. Déjà, permettez que je vous introduise. Peut-être vous aurez l'occasion de revenir. Ça dépend de vous. C'est ce que Ali Mabarga a dit. Quelles peuvent être, selon vous, finalement, les conséquences de la publication de ce rapport d'audit? Ah oui, naturellement, je vous le conseille, je savais. Les appels à la sécurité publique sont encadrés par la loi chez nous. Et on sait exactement comment c'est organisé. Initiative comme celle que vous semblez soutenir en sous-cas, vous allez assister à des manipulations de fonds qui vont vous conduire à des situations qui seront ingérables. Quand vous avez levé des fonds auprès des individus, ces fonds doivent être encadrés par la loi et vous devez les utiliser et pouvoir en faire justification. La volonté de lever des fonds ici pour créer soi-même une initiative parallèle, soi-disant pour lutter contre la maladie, alors qu'on n'a aucune expertise, était juste des calculs politiciens parce qu'il fallait venir compétir là où il n'y avait pas de compétition à faire. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Ce flou artistique dès le départ devait se terminer comme il se termine. J'arrive donc au bac. D'abord le rapport. Le rapport, vous allez vous conviendrez avec moi que c'est le 4. Comment vous servez? Pourquoi il nous a fallu? À partir du moment où la base était fausse, tout le reste était faux. On était dans le flou artistique. Puisque nous pouvons donc nous asseoir, on a fait quelque chose qui n'avait aucune règle, qui ne respectait aucune règle, alors nous pouvons aussi nous asseoir pour dire voici exactement ce que nous avons fait. On a fait ici. Le premier rapport de Pendekoka parlait, c'était un tableau avec des chiffres. Gel, sur 50 millions. Masque, 75 millions. C'est lui qui dit. C'est lui qui a les fonds. Puisqu'il n'y a aucun cadre, aucun compte d'emploi. Maintenant, là où le problème a commencé, c'est que lui-même constate qu'il y a un gars qu'au fond auquel il a accédé, il y a 215 ou 220 millions. Et il a voulu en savoir un peu plus. Parce que c'est Pendekoka qui déclenche
l'affaire Survie et le bug aujourd'hui, hein, Pendey Kouka lui-même, initiateur, gérant de l'initiative, qui veut voir plus clair, parce que son côté économiste, donc comptable, et c'est une déviation, ça déclenche un tollé général. Aujourd'hui, nous en sommes au 3e rapport. Rien que les 3 rapports pour expliquer quelque chose de très simple montrent déjà à suffire qu'il y a un faux quelque part et qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce qu'il y a même d'autres choses qu'on ne va pas vous dire sur ce plateau. Parce que ces fonds existaient déjà quelque part. On les a expliqués, on a organisé des cotisations. Et maintenant, on a laissé cotiser certains naïfs qui ont adhéré spontanément à l'initiative. Mais le gros des fonds existait déjà quelque part. Ah, ça, vous avez... Il fallait blanchir en quelque sorte. Je vais m'arrêter là. Le gros des fonds existait déjà quelque part. Il fallait juste le faire entrer ici. Le Covid est juste devenu un prétexte. Quelque chose de très simple, je vais conclure par là. Parce que l'initiative suivie, tout le monde sait déjà exactement de quoi il retourne. Quand il y a un bug, le bug peut détruire les données, mais on peut les reconstruire, n'est-ce pas? Le bug n'envoie pas l'argent dans les airs, si on peut parler de façon triviale. Les premières personnes qui subissent le bug, c'est ceux qui sont à l'initiative du projet. C'est eux qui subissent le risque. Qu'on fasse un procès à la plateforme, parce que bug, argent, parti ou non, ils ont quand même leur image écorchée aujourd'hui par cette histoire de suivi. Qu'un procès soit donc fait à la plateforme qui est à l'origine de la collecte des fonds et qui a suivi un bug. Et on verra exactement ce qui s'est passé puisque cette plateforme va se défendre. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'ils savent exactement ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un document qui est en train de circuler où les gens qui géraient la plateforme disent qu'à un moment, ils ont transféré des données, ils n'avaient plus accès et que s'il faut parler de bug, il faut peut-être parler d'affichage. Vous comprenez que même la structure même qui a fait la collecte des fonds est déjà en train de vous dire nous leur avons passé la plateforme et nous n'avons plus rien géré. Ça veut dire que celui qui collectait les fonds savait combien il a pris et il savait comment il devait l'utiliser, sauf qu'il était en train de collecter des fonds qui étaient publics. Parce que c'est on appelle la régionalité. Et qu'il doit donc rendre compte de ces fonds. Joël. Le véritable problème que nous avons en ce moment chez certains acteurs politiques, c'est qu'il y a des construits pour envoyer la contestation dans les esprits de tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut constater, et c'est ce que le grand Ferdinand disait, c'est qu'il faut la déréglementation, qu'il faut déconstruire l'ordre établi, les lois, il faut transgresser les règles du jeu. D'ailleurs, il parlait tantôt d'une élection qu'on pourrait annoncer en 2 jours. Quand on connaît la géographie du Cameroun, et quand on se trouve le plus gros de l'électorat, tu ne peux pas, de façon quelle que soit la structuration et même la technologie, compiler en 24 heures ou en 48 heures. C'est possible. Sauf que je parle. En fait, je pourrais vous... Sauf que je parle. Vous ne pouvez pas. La volonté était ici de créer un passage en force, d'essayer d'utiliser des mouvements de foule qui pouvaient être générés par l'annonce, pour qu'on se retrouve dans un désordre. C'est des tentatives de coup d'État on appelle ça le coup d'État populaire. Et c'est ce construit qui habite ce mouvement aujourd'hui et ses leaders. Parce que celui est juste la chose la plus visible où on peut venir la partie visible de... Oui. Mais il y a eu d'autres tentatives. Plusieurs tentatives. Mais les gens sont au Conseil constitutionnel, à la Cour constitutionnelle. Ou même le président a passé le temps à dire nous ne devons même pas être aujourd'hui dans un tour de débat ici. Parce qu'il était question de profiter d'une tribune pour passer des messages. Parce qu'il y a un construit. Moi je suis stratège, je sais exactement quand on pose un acte, le message qu'on va envoyer à l'opinion, la réaction qu'on attend de cette opinion. Le projet de police, c'était l'État nous a abandonnés, c'est des incapables, c'est nous le Cameroun aujourd'hui, nous allons sauver vos vies, lever des fonds, nous allons le faire pour ça, comme on ne peut pas accéder aux fonds de contribuables, n'est-ce pas? Puisqu'il y a eu un ultimatum. Si M. Biya ne prend pas ses responsabilités, je vais prendre les miens.
On reviendra sur la responsabilité de l'État tout à l'heure. Question de marquer un arrêt à la régie et on reviendra juste derrière pour parler naturellement du bug informatique. Survival Initiative. On prend une transition, mais le décor tout de suite. Retour sur le plateau du grand débat, vous suivez le débat, l'actualité, le décryptage et l'analyse de l'actualité grandeur nature sur Cam10 Télévision et vous faites bien. Ils sont invités avec nous ce matin dans le cadre de cette émission. Je rappelle que la chaise vide aurait pu être occupée, aurait dû même être occupée par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, puisqu'on parle de l'opération Survie Cameroun Survival Initiative, qui concerne nos premiers chefs pour la renaissance du Cameroun. Ils n'ont pas répondu à notre invite, mais nous continuons le débat. On parle de bugs informatiques. Alors, Abel Elimi Lobé, est-ce que vous y croyez? Le petit scientifique que je suis, je sais que si vous avez un outil informatique qui est appelé à convertir l'argent, par exemple, vous allez mettre une équation, une formule dans un logiciel de calcul. Il y a plusieurs logiciels. Le plus simple, le plus familier à tout le monde, c'est par exemple le logiciel Excel. Tous les logiciels qui font les calculs fonctionnent sur ce principe. Vous mettez une formule de calcul. 1 euro égale 36 yens. Puis, vous mettez une inconnue qui est un X que vous mettez devant. X euros égale combien de yens? Et la machine fait la multiplication. Il me semble logique qu'une opération comme celle-là a des phases. La première phase, c'est on reçoit l'argent, quelle que soit la devise par laquelle cet argent est exprimé.
ceux qui ont envoyé les yens, on dit on a reçu 30 000 yens, on a reçu 20 000 euros, on a reçu 40 000 yuan, on a reçu 35 000 francs CFA. Puis, on met un programme qui convertit toutes ces monnaies-là en celles que vous voulez. Si vous avez donc reçu 30 000 $, ça va donner combien d'euros? On ajoute les euros que vous avez reçus. Les livres sterling. Si vous avez reçu 40 000 livres sterling, ça donne combien d'euros? On ajoute là-dedans. La machine intervient donc dans la conversion et dans l'addition. La machine n'intervient pas dans la sommation. Le programme informatique n'intervient pas dans la sommation des montants reçus par l'établissement qui collecte l'argent. Si c'est une banque, ceux qui ont envoyé dans ce compte-là 40 000 euros, ces 40 000 euros sont là. Ceux qui ont envoyé 30 000 livres sterling, les 30 000 livres sterling sont là. Puis à la fin, c'est tout le paquet des différentes monnaies, hein, combien chacun a reçu en cette année-là, et puis on convertit. Bon, mais ça, c'est des petits soucis. C'est des petits soucis pour faire l'objet que tous ceux à qui Maurice Kamto s'adresse quand il parle aux gens qui comprennent ce que c'est que les conversions des devises. Et ces gens savent que ce qu'il dit n'est pas juste. Tout le monde sait ça. Ce n'est pas l'objet de faire un débat là. Ça, lui-même sait que ce qu'il dit là n'est pas faisable. Par contre, ce qui est important, à mes yeux, c'est des discours visant à donner l'impression que quand il y a un problème, toute idée est bienvenue. C'est faux. Mon frère Alima Baga, c'est faux ce que tu dis. Il y a une pandémie, ce qu'il faut retenir, c'est la volonté de faire ceci, la volonté. C'est comme si, vous savez, quand il y a un incendie, vous voyez des gens qui font semblant de verser de l'eau, alors qu'ils sont venus voler. C'est pour ça que quand il y a un incendie, les pompiers commencent d'abord par chasser tout le monde. De sécurité. On sécurise parce que tous ceux qui semblent, qui s'agitent autour de l'incendie ne sont pas forcément bien intentionnés. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible nous dit, aujourd'hui c'est dimanche, hein, Paul dit aux Corinthiens dans 1er Corinthiens chapitre 10 verset 23, toutes choses sont permises, mais toutes choses ne sont pas avantageuses. Toutes choses sont permises à Lima, mais toutes choses ne bâtissent pas. C'est connu depuis la nuit des temps. Je ne lis pas ça pour les chrétiens. Je lis ça parce que c'est des vieilles sagesses du monde. On sait qu'il ne suffit pas que vous dites que, ou que vous disiez que vous voulez faire du bien. Vous pouvez vouloir faire du bien, mais ce que vous faites devient mauvais. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui est permis ne bâtit pas. Il faut donc faire attention entre une volonté exprimée et les véritables intentions. La mise en œuvre et l'aboutissement. Il y a une pandémie. Chacun peut dire qu'il veut vouloir lutter. D'accord? Chacun dit qu'il lance la collecte des fonds. Mais ce qu'Alima semble oublier et lu dans son propos, qui était un chapelet de bonnes intentions, c'est que le gouvernement même avait lancé une collecte de fonds. Pourquoi faudrait-il 2 collectes de fonds par an? Si l'intention c'était de donner, de pouvoir, de mettre à la disposition du pays les moyens, les étrangers qui vous ont estimé qu'il faut aider le Cameroun, ils ne sont pas venus distribuer les masses, ils ont donné les moyens au gouvernement. Quitte à ce que le gouvernement utilise mal ses moyens et qu'on contrôle le gouvernement et qu'on voit quels sont ceux qui sont responsables de la mauvaise utilisation. L'idée d'aller soi-même collecter les fonds
et les utiliser soi-même, tu vois alors que ça n'a pas été une idée qu'il a dit. Et au moment où ces messieurs décident de collecter eux-mêmes les fonds, il y a une initiative du gouvernement. On aurait compris qu'ils participent à la mobilisation au profit des fonds que le gouvernement, du fonds que le gouvernement a créé. Si Maurice Kamto et compagnie s'étaient mobilisés pour dire aux gens, payer, donner de l'argent, en parlant à ces militants, ces fans, ces nombreux supporters qui prétendent chiffrer en termes de millions, ils étaient aux élections, ils n'étaient que 500 000. S'il avait déjà demandé à ces 500 000 là de donner dans le compte du gouvernement, à ce moment, on n'est plus dans le désordre. On est dans le soutien à l'action gouvernementale. On croit que être opposant, c'est souhaiter que le gouvernement échoue. On croit que être opposant, c'est handicaper le gouvernement dans tout ce que le gouvernement va. Je ne suis pas dans cette école avec vous. Quand moi je suis entré dans le SDF, le SDF n'a jamais empêché que le gouvernement réussisse ces choses. Parce que ce n'est pas parce qu'un gouvernement a réussi à construire 2-3 km de route qu'il n'y aura pas une raison de l'enlever. Vous voyez qu'en Europe, vous voyez les partis politiques qui empêchent le gouvernement d'atteindre leurs objectifs. Comme on est donc dans la logique, parce qu'il y a un certain discours d'une catégorie d'opposants, de nouveaux illuminés et quelques radicaux soi-disant, qui veulent vous faire croire que quand vous acceptez que le gouvernement a fait ceci, c'est bien, c'est que on vous a acheté. Le gouvernement a conçu 20 000 lycées. Si vous dites que le gouvernement a conçu 20 000 lycées, manger la sardine. Pourtant, ce n'est pas parce que le RDPC communique, il communique d'ailleurs très mal. Parce qu'il n'arrive pas à faire savoir aux gens ce que son gouvernement réalise. Mais vous n'allez pas enlever dans la tête des gens de l'Est qu'il y a 30 ans, on faisait 3 jours pour partir de Bétois pour arriver à Yaoundé et qu'aujourd'hui on peut rouler sur le goudron. Même si vous ne dites pas ça en tant qu'opposant, eux qui sont là-bas à l'Est, ils vivent ça. Ils savent qu'aujourd'hui, tu entres dans une agence de voyage à Bétois, le soir tu es à Yaoundé. Donc, il nous faut changer de braquet. Quand vous venez dire aux gens à la suite, où 30 300 000 euros ont disparu de vos comptes, parce que si c'est le burg n'est pas à la banque. Le burg n'est pas dans la banque. Là, si j'ai mon compte bancaire, mon petit compte bancaire que j'ai là à Douala, là, qui n'a même rien. Mais monsieur livre là-dedans, et vous envoyez 20 yens, l'autre envoie 40 euros, l'autre envoie 30 roupies, etc., etc. J'ai reçu 30 roupies, ça sera toujours là. Il n'y a aucun burg qui va transformer 30 roupies en 10 roupies. Bien, on vend. Donc j'aurai toujours mes 30 roupies que la banque a reçues. Si M. Kamto est dans son initiative, a voulu utiliser des technologies autres dans la conversion, ces technologies ne sont pas domiciliées dans la banque qui héberge l'argent. Si un bug se produit là-bas, c'est lui qui reçoit l'information fausse, pas la banque. La banque n'utilise pas la plateforme de conversion que Kamto a choisie. Elle reçoit l'argent. La banque reçoit l'argent. Elle a elle-même son outil de conversion. C'est elle qui va convertir. Voilà. Elle vous dit que vous avez reçu ici, vous avez reçu et votre compte est incrémenté au fur et à mesure que la conversion se déroule. Si votre compte est un compte domicilié en France ou qui est libellé en euros, vous allez simplement avoir l'incrémentation. Ça n'a rien avec votre plateforme que vous avez choisie dans votre opération suivie, que vous pouvez auditer. Monsieur Kamto, ces établissements d'audit n'auditent pas la banque. Ils n'auditent pas la banque. Ils prennent le relevé du compte qui leur dit que le compte a reçu tant d'argent, tel jour, tant de livres sterling, tel jour, tant de yens, tel jour, tant de... est finalement converti dans la monnaie pour laquelle le compte a été libéré.
C'est un compte en euros. Donc ça va être converti en euros. On va dire à chaque instant que M. Kanto veut savoir combien il y a dans le compte suivi Cameroun, il tape, on lui dit, il y a déjà tant de francs là-dedans. Si ces auditeurs arrivent après, ils viennent voir, la banque dit que vous avez reçu tant, l'utilisation montre que il y a tant 300 000 $ qui n'ont pas, et 300 000 € qui n'ont pas été utilisés. L'audit ne vous dit pas que ça a disparu. L'audit vous dit qu'il y a un reste de 300 000 € que la dépense faite ne couvre pas. C'est ce que M. Penda Ekoka, qui est le premier à avoir organisé un audit, a dit. Qu'il y a 300 000 € qui n'ont pas été utilisés, mais qui ne sont pas dans le... C'est-à-dire que ces 300 000 sont sortis du compte. Les livres relatifs au compte montrent qu'il y a eu un débit. On a sorti 300 000 €. Mais le compte d'emploi n'affiche pas l'utilisation de ces 300 000 €. C'est ça qu'on appelle en français facile un détournement. L'argent là n'est pas parti acheter les masques, les vaccins, les ci, les ça, qui était l'objectif destiné. C'est tout. Vous savez, moi, mes maîtres en sciences, j'ai été formé pendant les 30 ans que j'ai fait l'école à manipuler des choses très complexes qu'on appelle les équations mathématiques. Et essayer de les faire comprendre au plus simple des individus. Donc, parler un langage simple. Quand vous voyez un acteur, surtout un acteur politique, commencer à parler un grand français, c'est qu'il veut déjà faire. D'accord, merci. C'est que vous devez déjà faire. D'accord. Parce qu'ils savent comment parler la langue simple. Ce que nous, moi je ne m'intéresse pas à ça parce que je n'ai pas donné mon argent. Mais je m'intéresse à l'image que les gens qui sont partis faire cette affaire et qui se réclament de la même école politique que moi, l'opposition, quelle image ils projettent de nous. Vous voulez enlever un gouvernement que vous taxez de tous les noms. Il est corrompu, il est ceci, il est cela, il est mauvais gestionnaire des ressources publiques. Les Nietzsche et consorts, dès qu'ils ouvrent la bouche, la canne a fait ceci, le cachan a fait cela. Mais quand vous faites donc ce type d'entreprise, vous devez être exemplaire dans vos choses, y compris même dans vos vies privées. Parce que si tu travailles, si un opposant travaille dans une banque, et on l'arrête pour détournement de fonds dans la banque là-bas, les gens qui vont structurer l'opinion ne vont pas dire que c'était sa vie privée. On va dire, voilà alors les opposants qui veulent changer le régime de Paul Biya. Il est dans la banque, c'est lui qui a volé la banque. Si le bout qui a volé 1,8 milliard de francs tous les mois pendant 10 ans avec l'affaire de faux salaires qui s'attribuent. Imaginez un peu, si le bout était un militant du SDF, qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? Qu'est-ce qu'on n'aurait pas dit? On aurait laissé le SDF en dehors de ça. On aurait considéré que voilà les gens du SDF qui veulent remplacer Paul Biya. Quand un maire, un type à Douala là-bas, vole 3 millions de francs de caution dans le SDF, il part au trésor, il prend notre argent. Mon argent était dedans. Je suis en train de parler comme ça à l'imaginer de quoi je parle. Un militant, il part au trésor public, il retire nos cautions. Je parle de 2013. On avait droit au remboursement de nos cautions parce qu'on a eu plus de 5%. On a eu 8 conseillers municipaux cette année-là. Donc on doit nous rembourser. Parce que dès que tu as déjà même un conseiller municipal, ça veut déjà dire que tu as dépassé, tu as dépassé 5%. Tu as dépassé 5%. Donc tu es éligible au remboursement. Ce monsieur s'en va au trésor. Il retire nos 3,50 millions. Il bouffe ça tout. Il vient aux réunions du parti, commence à nous dire qu'on l'a agressé dans le taxi. Après tout ça, il commence à rembourser 10 000 par là, 50 000 par là, jusqu'à ce qu'on lui porte plainte.
j'étais le chef de file dans le parti de ceux qui ont dit que ça, nous devons nettoyer le parti. Parce que c'est une question d'image. Nous ne pouvons pas être crédibles à dire aux gens du matin au soir que les autres gouvernements, nous voulons les remplacer. Et être nous-mêmes englués dans des affaires de malversation financière pour des sommes dérisoires. Quand vous brassez 1 milliard de francs que vous avez reçu, il n'y a aucun, je ne pense même pas qu'il y a 1 milliard de francs, c'est les budgets des communes. Du coup, vous volez 300 000 $. 300 000, c'est combien de francs CFA? 215 millions par an. Autour de 200 millions. 215 millions. Vous dribblez 200 millions. Quand on va vous donner un ministère avec 250 milliards, comme le ministère de l'éducation, de formation professionnelle et tout ça, c'est combien? Vous verrez combien? De toutes les façons, je reviens sur cette question parce que ça figure dans... C'est pour dire que ce qui est important pour nous et qui nous amène, nous autres, à parler avec véhémence de cette affaire, c'est que c'est ça qui alimente. Demain, il y aura les élections. Le MLC va venir dire aux gens, il faut enlever bien, il faut enlever bien, il faut enlever bien. Pour mettre qui? Toi qui vole, toi qui détournes les 200 millions. D'accord. Alors, Alima Mbarga, je voudrais savoir, est-ce que vous corroborez les propos d'Abel Elimbi Lobé sur la théorie du détournement? Parce que tout à l'heure, vous sembliez ne pas être très d'accord avec cette assertion. Je veux savoir si maintenant, du point de vue de ce qu'il a dit, bien sûr, vous corroborez ses propos. Oui, c'est cohérent, c'est logique, tel qu'il le démontre avec ses arguments. À moins de montrer un mécanisme contraire, peut-être celui présenté dans les justificatifs du professeur en disant qu'il y a eu erreur au niveau des virgules, des points, le convertisseur enlève les virgules, donc du coup quand vous avez 499,66, on enlève la virgule, ça devient 400. Ce n'est plus la même chose. Donc, s'il essaye de se dédouaner, je me dis, il y a toute la vérité dans ce que Abel Elimbi Lobé disait, que le fond du dossier devrait rester intact, même s'il y a eu des erreurs dans les procédures. On se dit, ok, recommençons, parce qu'il y avait erreur à ce niveau, et remettons la vérité au goût de ceux qui ont contribué. Donc, je pense qu'à le suivre, je n'ai pas à dire le contraire, surtout que ce n'est pas une initiative du SDF, et que je ne saurais donner des arguments, parce que je ne maîtrise pas l'affaire. Mais en tant que sujet d'actualité, j'ai essayé d'écouter les rapports. Mais il reste des zones d'ombre à partir du moment où une sortie, 2 sorties ou 3 ne suffisent pas pour pouvoir dire la vérité. Il y a même une 4e parce que les gars de la plateforme sont en train de réagir. Voilà, la plateforme elle-même a réagi par rapport à tous ces audits-là. Donc je me dis quand même, ça fait beaucoup là. Certainement, il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on a envie de faire passer. Mais je reste dans ma logique humble. Que ici, je crois quand même que les uns et les autres ont donné dans l'optique de vouloir faire un geste bien. Et que si ceux-là ont pris ce bon geste pour des affaires qui ont un agenda caché, alors là, c'est condamnable, c'est à rattraper, parce qu'en réalité, on peut aboutir à ce que ce genre de détournement alimente peut-être des rébellions. C'est-à-dire les mécanismes de va-et-vient de fond qu'on ne maîtrise pas. On peut se retrouver à ce que ça aille dans des mains inexpertes ou alors que cela serve à autre chose. Je crois quand même qu'on devrait mettre un accent pour clarifier tous les mécanismes dans les transactions de fonds et définir là où est-ce que ces fonds sont allés. Si c'est allé dans les poches du professeur Kamto, qu'on nous dise que c'est lui, en telle date, en tel jour, par tel chèque, il est venu, il a retiré ou il a fait telle opération. Et ensuite, on sait que c'est lui qui a... Si c'est allé, peut-être
les combattants, les Amba Fighters, ou bien à Boko Haram, ou encore la rébellion tchadienne, je ne sais pas partout, parce que tous ces mouvements-là sont financés par des grosses firmes qui mettent beaucoup d'argent et qui, par des mécanismes, peuvent faire passer du Cameroun au Tchad, du Tchad en Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire en Inde, sans toutefois savoir pourquoi et pour quel but. Donc tout simplement des opérations, mais au final, ça arrive entre des mains qui vont mettre des gouvernements en difficulté. Donc je me dis, ces opérations devraient être clarifiées pour pouvoir rester le cœur net et se dire, si le professeur Kamto a détourné, qu'on dit c'est un voleur et que ça ne quitte pas dans l'imagination populaire, il a volé l'argent. Mais si il est exempté, blanchi, ben, qu'on nous ramène aussi qu'en reprenant les opérations, dans ce bug où on dit que les devises converties du dollar en euros, ou alors les 91 dons qui ont été en réalité distraits d'une valeur de 300 et poussières d'euros, 300 000 et poussières d'euros, en réalité, il faudrait une opération calculée pour mettre le grappin là-dessus. Parce que ce n'est pas tous les dons qui ont été entachés de bugs, mais une certaine catégorie. Et en réalité, il faut donc voir comment est-ce que ce soit seulement ça et que tous les autres soient passés sans qu'il y ait eu toutes ces confusions de virgules. Un petit détail. Je voudrais que Alima m'explique. Tu dis il faut que qui doit faire ces choses-là? Les opérations ont commencé avec les différentes audits. Qui doit les faire? C'est qui? Kamto lui-même? Non, les cabinets Mais c'est Kamto agréés. qui choisit les cabinets. Parce que vous êtes en train de faire comme si c'est une puissance publique qui vient là-dedans fouiller. Kamto est mis en cause. Lui-même, il parle. Il dit que c'est le bug. Lui-même choisit les cabinets. Lui-même choisit ses experts. Lui-même choisit ses auditeurs. Et pour nous dire ce qu'il veut qu'on nous dise. Vous voyez donc pourquoi il ne fallait pas faire ça. D'accord, d'accord. Alors, parce que maintenant, il s'agit de voir si il n'y a pas un conflit d'intérêt dans les cabinets. De presse. Il y a des presses ici qui écrivent ici tous les jours. On ne sait pas quand on traîne rien. Il est dans les organes de presse. Je pense que c'est mutation ou je ne sais pas quoi. Il est dedans. Vous allez voir les partis politiques. Il est dedans. Maintenant, vous allez vous regarder les cabinets. On a dit ici qu'il y avait un truc qui avait fait Le code électoral. Il est derrière. Et vous voyez que nous n'avons pas affaire à un homme politique. Nous avons affaire à un homme d'affaires. d'accord. Ce qui m'amène rapidement à poser... Et vous demandez à cet homme d'affaires qui est mis en cause de choisir les cabinets d'audit. Je n'attends pas ces audits. Si vous voulez les audits, laissez alors le contrôle supérieur de l'État aller faire les audits, vous allez voir. D'accord. Alors, Ferdinand Kourous, la chute carrément d'Abel Elimbi Lobé m'amène quand même à poser une question, sinon à questionner le rapport, quand les rapports voilà, entretiennent les partis politiques avec l'argent. Est-ce que la politique serait-elle un fonds? J'ai quelques notes là, on revient sur l'historique de quelques frasques du MRC, on va le dire ainsi. Il y a un militant du MRC, en l'occurrence M. Fossi Zodjou, voilà, qui le 28 septembre 2020 a lancé une quête pour venir en aide aux prisonniers politiques devenus délinquants. Et de l'autre côté, à l'ouest également, le dénommé Aman Moutab II a lancé une autre quête à l'ouest pour ses camarades qui ont été naturellement embastillés. Finalement, ça devient un problème d'argent au MRC, ce qui m'amène à vous poser cette question relative à la relation, sinon le rapport des partis politiques ou de certains partis politiques avec l'argent. Non, vous savez, les rapports des partis politiques avec l'argent sont bien définis. On sait exactement comment sont financés les partis politiques. On a même prévu comment est-ce qu'ils peuvent recevoir des dons. Oui. Dans le cas du MRC, il y a un groupe de personnes qui sont totalement omnibulées par le projet MRC, qui sont donc des naïfs qu'on peut emballer dans des projets en leur disant il faut cotiser, on va faire ça. Certains petits malins dans leur parti, j'aurais bien voulu que leurs représentants soient là, parce que j'aurais eu plus de verve encore pour le contredire, parce que j'ai vraiment de choses dans le contradictoire avec eux à propos de cette histoire de bug. Il y a donc des petits naïfs qui se font donc emballer par... Ils ne sont pas seulement à ces deux-là. Où est l'argent du bus? Parce qu'on a aussi voulu acheter un bus. Hein. Bon, où est l'argent levé pour entretenir les prisonniers à Kondangui? Il n'y a pas. Parce qu'il y a des naïfs qu'on a omnibulés qui sont certainement lavés du cerveau, entre guillemets,
qu'on peut emballer en disant il faut cotiser, parce qu'il y a un autre fonds, le MRC, un mauvais construit, que chacun, tout Camerounais lucide a fini par percevoir. Et ceux-là sont vraiment comme du bétail, c'est-à-dire qu'à gauche, à droite, ils ne se posent pas de questions. D'ailleurs, en ce moment, l'actualité sur le DIT et les bugs, ils s'en foutent. D'ailleurs, la première réponse qu'ils vous donnent, mais vous avez cotisé combien? C'est nous qui avons donné de l'argent, donc vraiment, vous n'avez rien à nous demander, même s'ils ont pris. Vous voyez à quel niveau certains sont déjà dans leur esprit. Ça fait comme ce que vous avez cité, et ça fait prospérer des opérations d'appel de fonds auprès de ceux-là, parce que ce n'est que ceux-là en majorité qui en fait ont cotisé. Maintenant, on revient. C'est un package. Quand on construit une plateforme pour encaisser de l'argent, c'est un package. Et à l'intérieur, on fait des paramétrages. Surtout si on a ouvert l'appel de fonds à l'international, parce qu'on peut recevoir des devises qui vont venir de partout. On peut donc les sommer en fonction des devises. Quand on a fini de les sommer en fonction des devises, on les calcule par rapport à la devise convertissable, la devise de la monnaie qu'on va utiliser ou qu'on veut utiliser. Dans le cas d'espèce, il fallait recevoir tout, convertir en euros et convertir en francs CFA parce que c'est au Cameroun que l'argent devait être utilisé. Cette plateforme aurait donc dû faire d'abord ce travail, n'est-ce pas? Et corriger les erreurs matérielles qu'on nous dit aujourd'hui, la virgule, le point, le tiret, le problème de conversion, problème, c'est-à-dire que tout ça, c'est un ensemble de faisceaux qu'on brandit, qu'on a déjà eu à faire. Quelque chose qui était suffisamment préparé. Parce que ce sont des procédés comme ça, package, convertissement, transformation en CFA, dépôt à la banque, on allait soumettre après la fin des opérations, et après avoir fait ça, nous sommes arrivés à ça. Voici ce que nous avons. Lançons donc l'opération proprement dite. Ça n'a pas été fait. N'est-ce pas? On s'est retrouvé, parce que quand Pender Kouka vient poser des questions, ça veut dire que Pender Kouka lui-même n'accédait pas à un certain niveau de l'opération, et qu'il a commencé à recevoir des sous et du matériel, sans savoir exactement combien il y avait, comment est-ce qu'il fallait l'utiliser. Puisque lui-même, il a dit qu'il accédait au compte, il avait les droits d'accès jusqu'à un niveau. Ça veut dire que lui qui était président de l'initiative, n'accédait même pas en amont, en termes de droits d'accès, dans le logiciel ou dans les logiciels, aux données. Il accédait à un niveau, il pouvait voir et il pouvait utiliser. Donc, c'est de la salade. Il faut qu'on arrête de vendre du vent. Les gens veulent se justifier parce qu'ils ont décidé de prendre de l'argent. Et je vais vous dire ici, quand on couvre 2 personnes qui savent exactement ce que cette opération est, et les fonds de cette opération, Henri Ndjoko, qui est à Strasbourg, trésorier Europe, c'est le point, la cheville angulaire de cette opération, et Foguet, qui est l'ami de Ndjoko, ils ont tous fréquenté à Strasbourg, qui étaient en fait les véritables trésoriers. Ceux qui savaient d'où venait cet argent et où il y avait l'argent. Je pense qu'ils ont envoyé Pender Kouka Charbon. Ils sont en train de faire circuler, une note qu'on a interceptée où ils demandent à leurs enragés, entre guillemets, c'est eux-mêmes qui ont utilisé l'expression, de ne pas s'attaquer à Pender Kouka. Parce que cela pourrait le rendre plus bavard. Et nous, RDPC, ils ont cité les RDPC à l'intérieur, nous contre eux. Effectivement que nous sommes dans la logique aujourd'hui de démontrer à tout le monde que les donneurs de leçons ne l'étaient pas et ne le sont pas. C'est eux qui tous les jours critiquent, c'est eux qui tous les jours disent qu'ils vont faire mieux, ça va se faire autrement. Mais voilà une petite opération, 1, commencer dans l'illégalité, dans la défiance de l'État, 2, orchestré dans un flou artistique hors pair, 3, justifié avec fantaisie et même arrogance. Parce qu'il y a des explications qui vont même jusqu'à insulter l'intelligence normalement constituée d'un citoyen lambda. Sauf si les ordinateurs se barrent, excusez l'expression, déjà avec de l'argent. Vous devriez avoir peur de vos ordinateurs et de vos téléphones. D'accord.
D'accord. Alors, Abel Elimbilobe, est-ce qu'on peut être fidèle? Parce que c'est une question qui me taraude un peu l'esprit. Est-ce qu'on peut être fidèle dans la gestion d'un budget comme celui du Cameroun qui est évalué pratiquement à 4800 milliards, un peu plus de 4800 milliards fidèle dans la gestion des sommes plus petites comme la somme dérisoire, on va dire ainsi, pour faire la comparaison de 500 millions de francs CFA. Parce que je crois quand même, je vous ai suivi, votre Bible quelque part dit que si vous n'êtes pas fidèle dans des petites choses, on ne vous donnera pas la gestion des grandes. Non, la Bible a dit ça. C'est dans la Bible. Bon, voici la Bible, montre-moi. Je sais que c'est dans le passé. Vous savez, quand vous citez la Bible, il vaut mieux. Si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, si vous n'êtes pas fidèle dans les petites choses, oui, on ne vous donnera pas la gestion des grandes choses. La Bible s'est interrogée. Et c'est cette interrogation qui est... Mais c'est biblique. En quelque sorte, il y a cette interrogation pour dire que si pour des petites choses vous ne vous montrez pas exemplaire, comment voulez-vous faire croire aux gens que vous allez vous montrer exemplaire pour des choses beaucoup plus importantes? C'est de la sagesse, ça n'a même rien de divin, c'est de la sagesse pure. La sagesse, une autre sagesse, c'est-à-dire que si tu voles un œuf, tu voleras un bœuf. Parce que le problème, c'est l'esprit. L'esprit qui t'amène à voler l'œuf. Comment tu peux croire que si tu as un bœuf devant toi, cet esprit va te dire non, le bœuf est trop grand, ne vole pas le bœuf. Il va te permettre de voler le bœuf. Ce que moi je voudrais saisir, il y a deux choses. Les discours spécieux. C'est-à-dire, on appelle spécieux veut dire quelque chose qui est en apparence bien, mais qui est faux dans le fond. Ces discours du genre, on voulait faire du bien, on voulait tout attelage, on veut combattre Paul Biya, tout ça. Les expériences successives nous montrent que nous devons faire attention à ces discours. Vous voyez, Alima, dans son discours spécieux, parce qu'il a tenu un... Il vous dit, si par exemple on avait un bulletin unique, ça n'aurait pas permis d'avoir des difficultés avec les alliances politiques. Parce qu'il dit que, comment il s'appelle, Mouna s'est retiré. Il faut lui dire que ce discours il est spécieux parce que, vous voyez, ça sonne bien à l'oreille et ça met en cause le gouvernement. Pourtant, c'est faux. Peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre. Oui, prochainement. Tu vas donc et il faut faire attention, c'est la télé. Il faut toujours prendre la peine de parler. Enfin, je vais réexpliquer après, oui. Les dépôts de candidature sont codifiés. Le retrait des candidatures est possible. Le code électoral a prévu ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on refuse à quelqu'un. Mais il y a une phase possible et des temps où ce n'est plus possible. Ce n'est pas la pluralité des candidatures ou la pluralité des bulletins qui pose au problème. C'est le temps où tu décides de retirer ta candidature. Le code électoral dans l'article 147 prévoit que le cautionnement est restitué par le Trésor soit au candidat qui retire sa candidature. Donc, le retrait des candidatures est prévu par le législateur. Et il dit quand il faut le faire. Soit au candidat qui retire sa candidature avant l'impression des bulletins de vote. Ça veut dire que quand on a déjà imprimé les bulletins de vote, qu'il soit un bulletin unique, parce que même si c'était le bulletin unique, il y a toujours un temps pendant lequel il faut imprimer. On a fini de faire les bulletins uniques, c'est à ce moment qu'Akere vient dire qu'il se retire. Or, Akere connaît la loi. Vous voyez 147. Au moment où il dit à l'élection présidentielle de 2018, là, au moment où Akere dit qu'il se retire, il sait que c'est du mensonge. Parce que les bulletins sont déjà imprimés. Il le sait. C'était la veille du vote.
La presse a déjà été engagée. La veille du vote, c'est là que Akere a rédigé. Vous voyez, quand vous prenez des arguments comme ça, pour justifier notre lutte et nos errements, ce n'est pas bien. Parce que vous voulez tromper le bas peuple qui ne connaît pas toutes ces subtilités. Mais tout le monde, tous les juristes du Cameroun qui suivent l'affaire des affaires politiques, qui connaissent le code électoral, savent que le comportement d'Akere n'était pas un comportement de quelques alliés à Maurice Kamto. Sinon, il aurait désisté avant qu'on imprime les bulletins. Même si le bulletin avait été unique. Donc, même en situation de bulletin unique, au moment où Akere s'est retiré, on allait toujours mettre déjà commencé au Japon dans plus de 10 heures de temps. Les élections avaient déjà commencé dans ce pays-là. Donc, nous nous comportons en politique n'importe comment. Ne faisons pas comme si, dès qu'on fait n'importe quoi, on va venir sur le plateau de télévision, on explique. Je constate et je félicite tous les MSistes qui ont fui les plateaux de télévision sur l'affaire de survivre au Cameroun. Vous avez bien fait de fuir. Parce qu'il a bien fait, celui qui fuit, il a bien fait de fuir. Parce qu'il n'était pas associé à la gestion. Non, moi je l'attendais. Non, les attentes de Pierre faire sur les plateaux. Vous avez vos combats entre vous là. Vous, c'est bon pour vous qui fuient. Moi aussi, je dis simplement que ils fuient parce que on les envoie communiquer. Or, ils étaient à 36 000 km de la gestion. Ils n'en savent rien du tout. Tout ce que vous avez vu au début, là, essayer de parler de cette affaire. Militant, qui croit que oh, mon parti est mis en cause, je dois le défendre. Mais je vous assure, le militant doit souvent laisser les gens devant leurs responsabilités. Monsieur Kamto lui-même doit venir avec Penda et Kokassé, eux qui géraient avec Fogué, qui viennent sur les plateaux de télévision faire ce débat. Ils ont déjà exclu Njoko du parti. Non, il a exclu Njoko quand il a senti venir Penda Koka qui devait lancer le dit. On a mis Njoko de côté. Il est exclu ou on l'a mis de côté? C'est pas la même chose. Non, on l'a exclu du MRC. Je voudrais en fait vous démontrer le côté malicieux du jeu. Non, ce n'est pas un débat entre nous. Je voudrais démontrer le côté malicieux du jeu. Quand Penda Koka fait le constat qu'il y a de l'argent qui manque et qu'il décide d'aller à l'audit, la première sortie de Kamto suspend Njoko, trésorier MRC Europe, cheville angulaire de l'opération. Il faut se poser des questions sur cette action à ce moment-là. Bon, ça c'est la suspicion du RDPC. D'ailleurs, il a dit qu'il ne connaissait qu'aucun membre. Or, on a un document signé où il nomme Njoko comme trésorier de l'opération. Lui-même, il est le président. D'accord. Et il est du MSC. Vous voyez, ce sont ces connexions. On les appelle en français facile des connexions mafieuses. C'est-à-dire que vous avez un visage ici, vous ne le faites pas voir aux gens, alors que c'est vous qui avez ce visage-là par là-bas, et ainsi de suite. Tu ne peux pas être Kamto, président du MRC, et promoteur de l'initiative, et nous, on continue à croire que cette initiative est en dehors du MRC. La preuve, c'est que tout ça, à la fin, ça retombe toujours sur le MRC. Et comme le MRC est un parti politique, in fine, ça rejaillit sur tous les partis politiques de l'opposition. C'est pour ça que nous devons nous désolidariser des agissements du MRC et de tous les autres agissements des organisations politiques pour mettre notre lutte. Le culte de la personne que les gens ont voulu créer dans le MRC et dans le PCRN, où dès que quelqu'un touche Cabral Libi, dès que l'honorable, dès que... C'est ça que nous avons critiqué chez le RDPC. 40 ans durant. À peine vous avez des gens qui commencent seulement à être élus. Vous leur vouez déjà un culte. Quand il sera président, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va plus respirer. Ça fonde la question, mais vous enlevez alors Paul Biya, pourquoi? Lui, il a pratiqué le culte de la personne, pagne, avec son effigie. Les gens dansent Paul Biya du matin au soir. Vous venez Kamto du matin au soir, on danse. Cabral Libi du matin au soir. Donc ça devient enlever Paul Biya pour mettre Cabral, pour faire encore plus de culte. Parce que Paul Biya, quand il était Premier ministre, il n'y avait pas de culte à son. Pas très seulement un simple député. Nous devons être exemplaires.
Et tous ceux qui veulent participer au combat contre le régime du président, l'exigence d'exemplarité est fondamentale. Nous n'allons pas laisser nous laisser rouler, entraîner dans des échecs. Nous avons déjà échoué 17 élections. Nous avons échoué à 17 élections. Si tu avais maintenu tous les aspects de ton thème là, sur les dérivés des palais, les échecs, les bilans. J'ai envie de finir par là. Si vite, parce que j'ai préparé, les éléments sur cette question-là, voilà, pour montrer que l'opposition doit s'interroger. Il est plus que jamais important que l'opposition s'interroge. Pourquoi nous échouons à toutes les élections? Là encore, Mbaga, nous avons usé et abusé des arguments spéciaux. On a fait comme si cet élève qui échoue 17 fois le soir, et il dit simplement que oh, les épreuves n'ont pas été bien ça à l'école. Ce n'était pas dans le programme. Le ministère a fait ceci. Il ne parle jamais de lui-même. Est-ce que j'ai bien étudié les leçons? D'accord. Alors, l'opposition ne veut pas faire son introspection. Est-ce que nous nous conduisons bien? Voilà. Est-ce que notre bilan, notre évolution, la courbe de notre évolution montre que au fur et à mesure que le temps passe, nous gagnons en capacité à renverser le RDPC? Les résultats montrent que c'est non. On a encore quelques minutes à passer ensemble, quelques minutes qui vont nous permettre naturellement de nous étaler sur une problématique qui a quand même marqué la scène politique camerounaise. Il s'agit tout simplement de la validation de 11 nouveaux partis politiques de l'opposition au niveau du Cameroun. On en dit un mot. J'espère que du côté de la réalisation, on pourra naturellement nous accorder quelques minutes seulement pour que nous puissions en dire un mot. Monsieur Elimbi Lobé, vous avez la parole là-dessus. Je voudrais savoir 11 nouveaux partis politiques de l'opposition validés par les actes du ministre de l'administration territoriale la semaine dernière. Est-ce qu'on peut faire un bilan finalement de l'actualité politique de l'opposition? Pourquoi 11 nouveaux partis politiques? Alors, deux choses. Premièrement, le gouvernement a fait son travail. Parce que j'entends un discours, j'ai suivi à Douala et tout ça. Des discours qui finalement nous amènent à dire, mais qu'est-ce que nous voulons? On veut la liberté d'association. Et on veut que le gouvernement vienne réguler la liberté d'association. C'est-à-dire, on dit que, oui, on a le droit de créer. Aliment Baganon, toi, tu crées pourquoi? Non, toi, tu ne dois pas créer. Parce qu'il y a trop de partis politiques. Ce n'est pas le rôle du gouvernement. Le principe, c'est que si tu veux créer un parti politique, voici, tac. S'il y a 10 millions de personnes qui remplissent les conditions, 10 millions de partis politiques, on doit vous donner l'autorisation. C'est tout. Donc, le gouvernement a donné l'autorisation à ceux qui ont rempli les conditions. Ils sont 11 nouveaux venus dans la scène. Ça nous donne au total 312 partis politiques. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement. La question, c'est à nous de nous la poser. Parce que j'entends des discours qui disent mais c'est le RDPC, c'est le gouvernement qui est derrière, c'est le gouvernement qui pousse les partis politiques là à se créer. Mais que le gouvernement soit derrière ou pas, aucune importance. Ce qui est important, c'est que, tous les Camerounais savent aujourd'hui que tous ces partis politiques sont à 90% de la pacotille. C'est ça qui est important. Parce que depuis la 5e législature, la 5e législature, c'est la législature de 92. C'est ça la 5e législature. Avant, il n'y avait pas de parti d'opposition. Première, deuxième, troisième. Si vous regardez l'histoire de l'Assemblée, vous allez voir tous les députés étaient UNC. Après, tous les députés étaient RDPC. Les députés ont commencé à changer de parti à partir de 92. En 92, il y avait déjà plus de 200 partis politiques légalisés. Il n'y a eu que 3 qui ont accédé à l'Assemblée nationale. Le bilan de l'opposition vient de commencer. Plus de 200 partis politiques, 3 seulement se sont montrés capables de gagner des élections, de gagner des députés. L'UNDP en tête.
avec 68 députés. Avec une particularité. 9 députés dans la Damawa, dans le centre, 1 député, à l'est, 4 députés, à l'extrême nord, 9 députés, au littoral, 5 députés, au nord, 10 députés, à l'ouest, 16 députés, au sud-ouest, au sud, 1 député, au sud-ouest, 12 députés. C'est-à-dire que l'UNDP, en 92, avait une implantation nationale. Là où on dit aujourd'hui que les gens ne peuvent pas gagner des députés sous prétexte que c'est le tribalisme, l'UNDP a gagné les députés au sud, au centre, au littoral. L'UNDP aujourd'hui, au moment où je suis en train de parler, a 7 députés. Ils sont passés de 68 députés à 7. C'est le progrès. C'est à vous que je demande là-bas au quartier. C'est ça le progrès. C'est le bilan là est bon. Les 7 députés de l'UNDP se trouvent tous dans le Grand Nord, c'est-à-dire de la Damawa au nord jusqu'à l'extrême nord. Vous voyez comment un parti qui était national, parce que le parti national, quand j'entends les gens dire, nous sommes en train de créer des sections. Nous avons félicitations au frère tel qui a créé la nouvelle section. Le problème n'est pas de créer des sections. Le problème c'est que, est-ce que si on va aux élections, vos sections que vous dites que vous créez partout là, seront capables de mettre des candidats? C'est ça, c'est là qu'on mesure la vitalité du parti. Et les candidats que vous allez mettre, sont-ils capables de battre les candidats du RDPC en face? C'est là qu'on voit la véritable implantation nationale du parti. L'UNDP, en gagnant 67 députés, dans 9 régions sur 10, était un parti national. Aujourd'hui, ayant simplement les élus dans le Grand Nord, quasiment plus aucun élu au littoral, aucun élu à l'ouest, rien. Je suis à la députation, je n'ai pas encore consulté les élections municipales. On fera ça la prochaine fois. L'UNDP a perdu. L'UNDP a régionalisé. Elle est devenue un parti des gens du Nord. Voilà la vérité de l'évolution de l'UNDP. Prenez l'UPC. L'UPC entre à l'Assemblée nationale en 92 avec 18 députés. Dans les 18 députés, là, l'UPC a 5 députés au centre ici, où elle n'arrive plus à gagner les élections. Elle n'arrive même plus à avoir des candidats. L'UPC a 11 députés au littoral. L'UPC a des députés à l'ouest. 4. Ouest, en 92. Aujourd'hui, nous venons des élections, non? Vous avez vu comment ils se sont mangés entre eux jusqu'à ce qu'eux-mêmes ont contesté chacun la liste de l'autre. On les a pris, on les a mis de côté. Ça, c'est vrai. Si c'est ça le progrès, il faut dire que Elibi attaque l'opposition. D'accord. Parce que quand je parle de ces choses, je souffre dans mon fort intérieur de voir comment mes 40 ans de lutte sont en train d'être bousillés par des gens qui ne comprennent pas. Ou alors, qui comprennent, mais qui ont fait le choix de faire certaines choses pour servir au RDPC. Finalement, les plus grands serviteurs des victoires du RDPC, ce n'est pas Eleka, ce n'est pas le code électoral, c'est l'opposition qui permet au RDPC, par ses agissements, de gagner les élections, en multipliant des partis politiques fantoches, incapables d'avoir une implantation territoriale. Jamais était dans le SDF. Maintenant, il quitte. Il finit, il crée son parti. Quand quelqu'un a un pareil comportement, vous allez dire qu'il est en train de servir, il est en train de jouir de la liberté d'association. Personne ne devait lui interdire de créer son parti. Mais tout ce qui est permis ne bâtit pas. La création d'un énième parti d'opposition est la preuve que ces gens qui créent ces partis sont capables de collaborer avec les prédécesseurs. D'accord. C'est la preuve. Les Kabla Libye, les Koumbondo, les CSA, ce sont des gens qui ont d'autres calculs. Ils ne se sentent pas capables de collaborer, de se mettre dans une dynamique d'ensemble. D'accord, c'est d'accord. pour ça que quand on leur dit même que venez dans l'union stratégique pour les élections, chacun s'en va parce que chacun calcule l'argent de la campagne.
campagne. Naturellement. Ali Mambarga, je voudrais savoir quel impact la création de ces 11 nouveaux partis politiques aura naturellement sur la vie politique camerounaise. Quel est l'impact fondamental? Déjà, je ne partage pas cette vaste communication faite autour de la création de nouveaux partis politiques. C'est-à-dire, le ministre font un communiqué pour essayer d'expliquer que le chef d'État voudrait bien qu'on ait ceci. Je dis non, ça n'avait pas sa place. Quand le SDF, l'UNDP, les autres naissaient, je ne pense pas qu'on a fait autant de ramadan pour dire que voilà, on a créé 30 partis, on a encore créé 50. Mais faire cela voudrait peut-être... Parce que quand j'observe le paysage politique, je me dis, est-ce que nous avons fait, comme on dit, l'état des lieux des 300 et poussières qui sont déjà existants, pour essayer de mettre ne serait-ce quelques mécanismes je peux dire, de régulation qui peuvent faire qu'un parti politique qui, après peut-être 2 élections ou après 10 ans, s'il parvient pas à présenter un bilan ou alors des élus, en réalité, il devrait être retiré des partis politiques parce qu'en réalité, ce n'est pas un parti qui a vocation à servir le peuple. Mais si c'est dans l'optique de gonfler et faire une grande majorité présidentielle, parce que je vois la plupart de ces partis, si on ne parle pas, vous allez les suivre après, pendant les élections présidentielles, beaucoup soutiennent le président Paul Biya. Je suis de la majorité présidentielle. Il y a ceci ou cela au point où aujourd'hui 20, demain 30 partis, après c'est 50 qui se réclament de la majorité, et ceci durant beaucoup d'années, au point où ça devient un fonds de commerce. De temps en temps, je vais émarger quelque part, et ensuite je fais mon gagne-pain de mon parti. En réalité, non. Quand j'observe tous ces partis, peut-être quelques rares, parce qu'effectivement, je me suis questionné, quand on voit un parti qui est organisé autour des handicapés, je me dis, est-ce que celui-là gagnera les élections? Si on pense seulement que les handicapés doivent déjà faire un parti politique, comment donner ça et autoriser que ça puisse être un levier valable? Quand on voit comment les uns et les autres gesticulent sur les plateaux pour remercier la signature du ministre et qui ne vont jamais trahir, je me dis, pourquoi tout ce rendant? Donc en réalité, ce n'est pas une plus-value. Peut-être il y aura de nouveaux acteurs sur les plateaux de médias, peut-être pour faire des faits divers politiques, mais parler profondément politique, il faudrait effectivement questionner d'où on vient, ce qu'on fait et les possibilités d'améliorer le lendemain. Donc quand je les vois, je me dis, en attendant voir des élections qui viennent, 2025 arrive, mais je n'ai pas vu une ferme volonté de quelqu'un qui viendra changer le paysage. C'est-à-dire, si c'est qui est venu au forceps en 90, pour donner confiance à ce que l'opposition, par un mouvement populaire, peut peut-être contrôler les élus et les affaires de la nation. Je crois que ces multiples partis, moi, je nous accuse un tout petit peu, parce que je me dis, est-ce que le SDF voit tout ceci? Parce que ça peut être ceux-là qui ont eu la volonté de voir changer les choses et qui sont déçus après 30 ans, qui créent des petits partis, qui veulent seulement manifester leur opposition, alors qu'on gagnerait à les avoir au sein de la grande famille pour aller jusqu'au bout de notre conquête engagée en 90. Donc si on laisse ça, je me dis, le STF doit se questionner. On nous a volé beaucoup de militants, même le parti au pouvoir a commencé par fragiliser l'opposition à ces niveaux. Et vous voyez les couacs qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire les sanctions, ceux qu'on démet par force, peut-être c'est parce qu'on les a arrachés au courant de l'évolution du RDPC. Ce n'étaient pas des gars de première heure en 85. C'est ceux qui faisaient le poids de l'opposition et qu'on a arrachés. Et quand ils arrivent à la maison, ils veulent manifester une indépendance, ne pas toujours vouloir être à la solde ou à la botte de quelques institutions. Ça fait qu'on les remet de côté. Quand ils veulent le vote, on dit non, on ne vote pas, nous on choisit. Ils disent quoi? Nous on investit une fois. Par contre, on aurait dû écouter la base. Donc quand on voit comment ça se passe, je me dis, c'est l'opposition qu'on a vidée. Et maintenant qu'on instrumentalise pour qu'elle se crée en micro-fraction, que le moment venu, si la réelle opposition qui fait comme on dit, un mouvement d'attaque se retire comme on était en train de le faire en 90, 92 au niveau des concertations par rapport aux élections, se dit s'ils ne viennent pas, on aura d'autres candidats. La preuve, quand on voit la présidentielle, il y a certains partis qui n'apparaissent que là. Peut-être vous verrez le merci, il vient là, donc pas de publicité, mais vous vous demandez quand est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'on peut admettre que quelqu'un vienne de si bas pour être à la tête de l'État et qu'on ouvre une porte comme ça facilement. Donc ça pourrait être possible.
que quelqu'un qui n'a pas un background qui nous guette, revoyons les mécanismes jusqu'à arriver là-bas, peut-être même la forme de dévolution de ce pouvoir-là, peut-être un filtre parlementaire, qu'il faut être apprécié à l'Assemblée nationale ou par les institutions ensuite montées, parce qu'on admet quand même que la marge d'erreur est infime. Mais quelqu'un qui n'est Deuxième Guerre mondiale, tout simplement parce que vous avez permis qu'il aille de néant jusqu'au sommet de l'État. Donc c'est un danger qui nous guette si on veut célébrer ces partis politiques. D'accord, merci bien Ali Mambarga. On sort avec vous de cette émission, Ferdinand Koungou. Je voudrais déjà savoir, est-ce que c'est vrai qu'Ali Mambarga a évoqué tout à l'heure le fait que plusieurs nouveaux partis politiques parmi ceux qui ont été créés la semaine dernière sont pratiquement des partis alliés au pouvoir, des partis alliés au RDPC. Mais est-ce que ce ne serait pas la faute de l'opposition camerounaise? Est-ce que c'est parce que l'opposition camerounaise aura déçu certaines personnes qu'on se retrouve dans cet échiquier aujourd'hui? En 2 minutes. Non, la politique est un jeu pratique et les acteurs les plus courus dans le jeu politique, oui, nous sommes sur un terrain politique, c'est le terrain de la compétition. Donc les plateformes d'alliance sont les plus courues. Le nombre de partis ne devrait pas faire problème. Le nombre de partis n'est pas un problème. C'est les construits qui font problème. Parce que Limbilo me parlait tantôt de l'esprit qui anime parfois ces partis et du fonctionnement de ces partis. Si vous allez prendre un pays comme la France, qui est proche de nous en termes de références et de standards, vous verrez qu'il n'y a pas que la gauche. La gauche et la droite sont déconstruits dans l'esprit de leur jeu démocratique. Il y a plein de partis en France. Il y en a même qui sont purement régionaux, qui sont des partis d'un département. Mais c'est dans le construit et dans le fonctionnement. Qu'est-ce que les partis politiques sont? Qu'est-ce qu'ils devraient être? Comment ils devraient fonctionner? Si on crée un parti juste parce qu'il faut se faire appeler président au quartier, pour parler ainsi, ou alors on crée un parti parce qu'on espère peut-être aller faire les yeux doux à tel autre acteur politique ou avoir un moyen de pression, ça va vous donner exactement ça. Le nombre de partis ne fait pas problème. C'est le construit. Est-ce que l'opposition est suffisamment organisée pour donner les meilleurs éléments, pour venir challenger de façon objective? Non. Je vous ai pris l'exemple, par exemple, de l'UNDP. Qu'est-ce qui a fait? Il faut même faire l'introspection. Qu'est-ce qui a fait régresser l'UNDP de 92 à aujourd'hui? Vous verrez que quand vous allez prendre la gestion de ce parti, à un moment, certaines Camerounités, excusez l'expression, sont venues infester le fonctionnement du parti et sa gestion. Parce qu'on transporte très vite ce que nous sommes sur le terrain politique, oubliant que l'espace de compétition, c'est tout le Cameroun. Et pour mieux challenger, il faut être intégré, installé dans tout cet espace-là. C'est justement pour ça que le RDPC devient difficile à battre, parce que dans sa structuration, il commence même dans les villages, à partir de la cellule, et il finit dans un comité central avec les membres titulaires du comité central qui sont sélectionnés et castés pratiquement dans chaque arrondissement. Vous créez donc cette installation nationale. Quel est le parti d'opposition aujourd'hui qui a une installation nationale? C'est un construit. Quand on le crée, c'est un construit. J'aimerais bien que ces partis commencent par là, parce que c'est là où commence le travail. Pour que la compétition se fasse à un niveau où, par exemple, le RDPC, qui est leur principal challenger, va commencer à s'élever dans des villages ou dans des arrondissements, aura l'antenne des adversaires à côté. Il va même compétir avec des gens qu'il connaît, mais qui sont de l'opposition. Mais il n'y en a pas. Quand vous apparaissez dans un village le jour des élections présidentielles, la première question c'est on vous a jamais vu ici, on ne vous connaît pas. D'accord, d'accord. Merci bien d'avoir répondu à notre invitation, chers invités. On espère naturellement vous retrouver bientôt sur nos antennes. Merci Elim Bilobé d'avoir fait le déplacement de Douala pour répondre présent ici. On espère vous retrouver très prochainement. Dès que vous m'appellerez, je viendrai. Merci bien. Je viendrai même comme ça me fait beaucoup de peine. Parce que je vois comment nous sommes en train de planter le décor pour échouer en 2026. Donc, si vous m'appelez, je viendrai. Naturellement. Ali Mambarga, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Ferdinand Koungou d'avoir accepté notre invitation. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous de l'information sur la télévision républicaine. Ce sera à 20h avec Claude Maillot. Désiré Trésor Mbouné vous donne rendez-vous pour le grand
dès demain quand il sera 20h à Yaoundé, surtout 20h du côté de Batouri. Restez en compagnie de nos programmes. Bonsoir.